programme de développement à la base de 145 territoires. En exécution de la vision du président de la République pour un développement à la base de nos 145 territoires, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo, dans la province du Congo central, pour le lancement de certains travaux prioritaires. Point 4. Du processus de recensement et d'identification de la population. À la suite du rapport présenté à la 20e réunion du Conseil des ministres du 17 septembre 2021 au sujet du processus de recensement et d'identification de la population, le Premier ministre a invité les ministres sectoriels concernés à finaliser et à présenter dans les prochains jours la feuille de route et le modèle économique permettant la concrétisation du processus. Je le disais en titre de ce journal, c'est pour moi une très bonne nouvelle. Fini la grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le banc syndical vient de suspendre ce mouvement de grève. C'était à l'issue des assises de Mbuela Lodge dans le Congo central en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Cédric Enina, Nadine Kilosho et Moke Maluma ont signé ce reportage. Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. La décision est tombée le vendredi 29 octobre 2021 à Mbuela Lodge, à Kisontou, dans le Congo central, qui abrite les négociations entre toutes les organisations syndicales de l'EPST et la délégation du gouvernement central. Conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021. Conduite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant personnel du Premier ministre qui a réaffirmé la volonté du gouvernement suivant la vision du chef de l'État, celle d'œuvrer pour l'amélioration progressive des conditions sociales des enseignants. Je tiens à adresser à tous les bancs syndicales de l'EPST nos remerciements le plus soutenus pour ces sursauts patriotiques, pour cet acte de responsabilité qu'il vient de poser. Préalablement aux discussions, Jean-Pierre Liaou a annoncé la réactivation de tous les enseignants et écoles désactivées depuis le mois de juillet dernier et a remercié au nom du Premier ministre tous les délégués syndicaux pour avoir privilégié l'intérêt supérieur des enseignants. Et toutes les parties prenantes seront associées en amont et en aval des activités du bureau entrant de la CENI, de sorte que le processus électoral soit un succès. Denis Kadima, nouveau patron de la CENI, l'a déclaré lors de la remise reprise avec le bureau sortant. Reportage Marcelin Mwananteba et Floribert Kinangra Moussachi. Le président entrant de la commission électorale nationale a été accueilli par Corneille Nangaa, le président sortant de la centrale électorale. Les deux personnalités vont avoir par la suite un tête-à-tête dans le cabinet du président sur les questions d'actualité en matière électorale. Tout de suite après, Corneille Nangaa a convié son successeur à visiter quelques locaux abritant des bureaux, le Centre national de traitement ou encore les archives. Le deuxième temps fort de cette journée mémorable fut la cérémonie à proprement parler de remise-reprise. C'était en présence des membres du bureau sortant et entrant de la CENI. Corneille Nangaa profitait de l'opportunité pour rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau et de la plénière qui l'ont accompagné. Permettez-moi, Monsieur le Président, néanmoins, de rendre un dernier hommage à mes collègues. Nous sortirons donc avec le sentiment que nous avons accompli notre mission. Les deux personnalités vont paraffer les procès-verbaux de remise-reprise et vont dans l'autre étape échanger des signataires avant d'échanger les sièges. Dans ce mot de circonstances, Denis Kadima Kazadi, président entrant de la CENI, a déclaré qu'il continuerait à s'investir dans les ressources humaines en vue de réussir le pari de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Nous sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans le délai constitutionnel. Pour arriver à de telles élections,
La CENI doit continuer à investir, principalement dans ses ressources humaines, qui du reste constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Après la photo de famille prise en clôture de la cérémonie, Corneille Nangaa fit ses adieux à l'assistance accompagnée par Denis Kadima, nouveau patron de l'organisme de gestion des élections de RDC. Et puis, ces communiqués du patron de la MLC, le manque du consensus dans le choix du président de la CENI par les confessions religieuses a découragé une grande frange de la population de la déception de celle-ci est perceptible, et ce malgré notre appel du 4 octobre du mois courant, en dépit des manques de consensus et des multiples difficultés que traverse notre pays au nom de la cause nationale, j'exhorte les uns et les autres de privilégier l'intérêt national en œuvrant ensemble pour les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Il est possible de renforcer la loi électorale en permettant la publication des résultats de chaque bureau de vote dès la fin des scrutins. Il s'y est de relever que le fait d'avoir un représentant au bureau de la CENI ne garantit pas la victoire électorale, même tant le fait de ne pas en avoir ne renvoie pas non plus à un échec programmé au scrutin. L'ambition est d'avoir une CENI forte et non un président de la CENI fort. Notre pays a accumulé assez de retard. Il est temps pour nous de tourner nos regards vers le travail et travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs communs de développement de notre pays. Il souscrit, et là je souscris au cours d'un atelier de renforcement de capacités, reportage Peggy Mukunda. Renforcer les capacités des acteurs de l'inspection générale des finances sur la norme ITIE en vue de la fiabilisation des déclarations de l'État et de l'utilisation des données ITIE, tel est le but de l'atelier organisé à l'attention des inspecteurs généraux des finances. Il était temps pour le secrétariat technique de l'ITIE-RDC d'échanger avec ces acteurs pour apprendre sur la mise en œuvre de la norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC et comment se servir des données issues des rapports que l'ITIE publie afin de pouvoir les utiliser dans les différentes missions d'inspection de l'IGF. Une session de formation qui a permis au coordonnateur national de l'ITIE-RDC, Jean-Jacques Okaembe, de parler en long et en large du rapport ITIE à ses acteurs de l'IGF. Motif de satisfaction pour ces derniers d'ajouter en plus dans leurs tâches respectives. Reddition des 110 combattants dans le territoire des Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ces derniers issus des groupes armés ont remis des armes et autres effets de guerre après diverses opérations militaires lancées par les FARDC dans le cadre de l'état de siège dans cette partie du pays. Regardez. C'est dans cette localité montagneuse de Nyamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la PCLS, avec 24 armes, se sont rendus au FARDC au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade, Mwehulumbu Evariste, commandant Soukola 2. Pour le porte-parole Soukola 2, le lieutenant-colonel Djiki Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armé. Nous venons de vous présenter 96 armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont issues des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Oufamando 1 aidé contre les groupes armés IPDC de Mahachano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons au cours de ces opérations neutralisé le général autoproclamé Agouma qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord Kivu Soukola 2 profite de cette occasion pour vous dire qu'incessamment, nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège. La population de Nyamitaba se réjouit de ces mouvements de reddition, car, dit-elle, la paix va s'installer dans leur milieu. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons qu'on sensibilise
presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent rejoignent les FARDC. Tous ces rendus seront pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Un cahier de charges sur la réparation des victimes sexuelles a été remis au ministre du Genre, Famille et Enfants par le femme leader du Nord Kivu et de l'Ituri. Gisèle Ndaya a également suivi les femmes des médias sur l'émergence de l'expertise de la femme au sein des partis politiques. Reportage Rodé Panda. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, a débuté cette journée par la tribune d'expression populaire sur la pratique du genre au sein des partis politiques organisés par l'ONG Femmes des médias pour la justice au Congo. La grande question était de savoir ce que les partis politiques ont déjà fait pour émerger l'expertise de la femme. Gisèle Ndaya Luseba a encouragé la forte participation des femmes aux élections de 2023. Sur son plaidoyer, la Banque Afriland va accompagner un certain nombre de femmes pour leur autonomisation à travers le Fonds national pour la protection de la femme et de l'enfant après formation. Mon plaidoyer réside plus sur l'accompagnement et que la banque puisse donner des moyens aux femmes sans condition pour qu'elles puissent s'épanouir. Parce que l'avenir de ce pays est entre les mains de la femme. À propos de la situation dans l'Est du pays, le Forum des femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri ont apporté à Gisèle Ndaya Luseba un cahier de charges au sujet de cas de violences sexuelles et l'attente interminable de réparation des victimes de violences sexuelles au-delà de bienfaits d'état de siège décrété dans la région. La ministre du Genre, elle est une femme qu'elle puisse plaider pour la cause de la femme de Beni, la femme du Nord Kivu, la femme de l'Ituri, pour que cette femme recouvre au moins le minimum de survie. Ces femmes leaders ont proposé à la ministre Ndaya Luseba des pistes de solutions, notamment la mise en place d'un programme nutrition pour enfants et le renforcement des mécanismes de structure, la prise en charge correcte des victimes. La nouvelle société civile congolaise a lancé hier son nouveau projet sur les réformes des lois relatives à la parité, un projet qui s'étend sur 2 ans, soit de 2021 à 2023. Reportage Bobette et Yengali Samba. Les réformes législatives conformes aux standards internationaux en matière des lois garantissant l'égalité de sexe et droits de la femme 2021-2023, c'est le nouveau projet de la nouvelle société civile congolaise. Projet présenté et officiellement lancé à Kinshasa ce vendredi 29 octobre par le président de cette structure. Jonas Tchombela annonce des plaidoyers à mener pour atteindre l'objectif visé. Nous devons travailler sur le plaidoyer pour des réformes qui garantissent l'égalité des sexes et droits de la femme et qui doivent être conformes aux standards internationaux tels que reconnus par le Conseil des Nations. Échanger des expériences de terrain, c'est l'objectif principal de la journée d'information des assistants sociaux tenue à Kinshasa, qui en est aujourd'hui à sa 2e édition. Reportage Joël Makela. Elle a été invitée à la commission mixte socio-culturelle et PAJ du Sénat. Irène Sambo-Diata, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, qui accompagnait la ministre près le Parlement, a au cours des échanges avec le sénateur présenté les orientations du gouvernement sur la proposition de l'organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap. Des enrichissements intégrés dans ces textes par le sénateur, membre de cette commission mixte. Il y a des choses qu'on a essayé d'éclaircir encore un peu plus. Notre pays peut aussi se féliciter de pouvoir aujourd'hui dire qu'on va avoir une loi qui va orienter clairement le travail pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Nous pouvons nous dire que l'article 49 de la Constitution pourra maintenant avoir des répondants dans tous les secteurs tels que voulus par le constituant de 2006.
Parmi les innovations que cette proposition de loi va apporter, une fois adoptée au Sénat, la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les institutions de la République. On a vraiment défini la question de la représentation de personnes avec handicap dans les institutions publiques parce que là, nous savons que pour la RDC, il n'est plus question que les personnes avec handicap jouissent seulement de principes sans modalité pratique. Ce sera de plus ou moins 3%. Vous venez là de suivre la présentation des orientations du gouvernement de la République pour la proposition de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap avec la ministre Irène Essambo. Autre chose, échanger des expériences de terrain, c'est l'objectif principal de la journée d'information des assistants sociaux tenue à Kinshasa qui en est aujourd'hui à sa 2e édition. Reportage Joël Makela. Le corps des assistants sociaux existe il y a cela 2 ans. La mission de ces corps est d'accompagner et d'éliminer les différents phénomènes sociaux qui apparaissent dans la communauté. À ce jour, ce corps fonctionne dans 14 provinces. Les assistants sociaux revendiquent d'être associés à toutes les différentes actions que les différentes structures étatiques et ONG posent à travers le pays pour un meilleur suivi des aides distribuées par-ci par-là. Ces assistants sociaux revendiquent aussi leur implication dans tout travail qui concerne l'assistance sociale. Il y a tant de phénomènes sociaux qui sont dans la ville de Kinshasa, voire même en RDC, mais on ne sent pas l'évolution. C'est le travail des assistants sociaux pour éliminer les phénomènes sociaux qui apparaissent dans la ville. Parce que l'assistant social travaille aux côtés de l'homme. Il doit éliminer la pauvreté, il doit relever la personne qui n'a plus de lien avec la société, il doit les rétablir. Aujourd'hui, basé dans 14 provinces, le corps des assistants sociaux compte s'étendre sur toute l'étendue de la République. Jeudi 26 octobre, le corps des assistants sociaux de la ville de Kinshasa a organisé une célébration à l'occasion de ces 2 ans d'existence. Et la campagne de l'unité et cohésion nationale a été bien intériorisée par la population du Sankourou avec la ministre Nana Manouanina qui a sensibilisé ses compatriotes sur la vision du chef de l'État. Reportage Jacques Kaboba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès le jeune âge du temps. En tant que ministre près, le président de la République ayant comme mission d'assister les chefs de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, a effectué dernièrement des déplacements de la province de Sankourou. Une manière pour le professeur Nana Manouanina Kyumba de susciter dans le cœur de nos compatriotes de l'Omela, des Kole, des Lodja, des Katakokombe, des Lusam et des Lubefu, les sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous sommes en train de continuer notre campagne sur la cohésion et l'unité nationale. Le chef de l'État a vite compris que sans la cohésion, sans l'unité nationale, sans l'amour de la patrie, sans l'amour du peuple congolais, nous ne saurons pas développer notre pays. La population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement à cette vision du grand de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette campagne d'éveil patriotique. Où règne la corruption, les ressources qui doivent être consacrées au développement sont détournées. Le coordonnateur de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, Thierry Mboulamoko, l'a indiqué dans son intervention au cours d'une table ronde. José Baïtombo nous en dit plus. Lutte contre la corruption et les droits de l'homme, ce qui pourrait ressembler à un sujet de dissertation, était au menu de la réflexion menée ce jeudi à la table ronde organisée par la Commission nationale de droits de l'homme. Une rencontre d'autant plus riche que les acteurs de l'anticorruption et ceux œuvrant pour le respect des droits humains ont pris plusieurs heures pour sensibiliser sur les effets néfastes et dévastateurs de la corruption. Parmi eux, les coordonnateurs de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, Thierry Mboulamoko. Ainsi, pour atteindre tous les droits effectifs, la l'APC a formulé quelques recommandations. D'abord, l'indépendance de la justice, afin d'empêcher que celle-ci ne soit influencée de façon à servir des intérêts politiques, personnels ou ceux d'une organisation quelconque. La PLC propose également de garantir la liberté d'expression, car le public doit être informé de ce qui se passe au sein des institutions
mais également en dehors des institutions. Le gouvernement de la RDC se doit d'aider les acteurs que nous sommes de lutte contre la corruption, ceux des droits de l'homme, dans l'exercice de leur mission, en leur accordant les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs leur assignés. Lutte contre la corruption d'un côté et la promotion des droits de l'homme de l'autre, c'est un peu comme deux mondes séparés. Ces services spécialisés rattachés à la présidence de la République, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption contribuent à l'amélioration des droits humains par la prévention de la corruption. Et en nouvelle, nous vous signalons que l'actualité, c'est également le développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde vient d'arriver à Kimpese, dans le territoire des Songololo, dans le cadre du projet du gouvernement initié par le président de la République. Page noire dans ce journal, la RTNC est en deuil. Elle vient de perdre le coordonnateur de la RTNC 2, Andy Nyangilelo, qui s'est éteint la nuit dernière à l'hôpital du Cinquantenaire. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. La rédaction du journal télévisé de la RTNC partage la douleur qui frappe notre consoeur Sandra Nyangi, qui a choisi le même métier que son père. Que son âme repose en paix. Et nous allons faire le rappel du titre, l'actualité qui reste dominée par ces très bonnes nouvelles. Il s'agit de la fin de la grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le banc syndical vient de suspendre le mouvement de grève. Vous l'avez suivi dans ce journal. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et très bon week-end chez vous et très bon type de programme sur nos antennes. Au revoir.